Et c'est parti. Salut à tous. Merci René, son et image ok. J'ai pas oublié de lancer le record. On m'entend, on me voit, tout va bien. Je suis un peu avancé sur mon siège parce qu'en fait on ne verra pas. Il y a mon chien qui a voulu se mettre, qui est derrière moi en fait, sur la chaise. Elle a décidé ça il y a une minute. Alors, viens, viens. Puis vous savez, moi, j'arrive pas à dire non. Donc voilà, elle est derrière moi. À un moment donné, ça va la faire chier, elle va bouger. Possiblement pendant que c'est relou. Et là, je viens d'entendre quel gros qui est là-bas. Donc ça va pas tarder à s'énerver. Voilà. Bienvenue tout le monde. Bienvenue dans cette session nocturne. Les mercredis, en fait, je me suis dit, les mercredis, on va faire ça plus relax. Parce que je me suis dit, ouais, faire de l'assembleur, faire des trucs, des buffer overflow et tout, et se concentrer le mercredi soir, c'est pas une bonne idée. Donc du coup, je prends mon café. Voilà. Et non, mais on va quand même. Ça, technique. Hein. Le challenge, c'est je ne vais pas lancer GDB pendant cette session. Il n'y aura pas de GDB. Non, il n'y aura pas d'assembleur. Il n'y aura pas de GDB. Il n'y aura pas de pointeur. Ce sera exclusivement du bon vieux userland. Et effectivement, on va essayer de faire tenir ça en 1 heure et des bananes. Ok. Alors, Léa Linux peut pas être là. J'ai reçu un message sur Twitter. Des bisous, hein, évidemment. Bah voilà. Non, non, vous allez voir, vous allez voir. Zéro mensonge. Zéro mensonge. Que de la vérité, que du concret, du vrai et tout. En fait, alors je vais vous dire un truc. Globalement, les commentaires que je reçois sur YouTube sont super. Enfin, vraiment, c'est épatant. Plein de gens qui disent ouais, ça éclaircit des trucs. Vraiment, vraiment, c'est top. Et, et là, en fait, c'est marrant. Coup sur coup, c'est pas la même personne, mais coup sur coup, j'ai 2 commentaires. Pas méchants, hein. Mais juste, c'était. Ça dénote un peu, et du coup, je prends en considération. Euh, donc, le premier, c'est. Ouais, bah, tes cours, c'est from scratch, il n'y a aucune chance pour qu'un débutant comprenne quoi que ce soit. Fair enough. C'est possible. C'est possible. C'est difficile à évaluer. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de. Pas forcément. Euh, pas affûtés, en C, etc. qui ont l'air de s'en sortir. Mais après, voilà, c'est absolument recevable. Et puis il y a un deuxième commentaire. Attends, je vois plein de. Hey Yoda! Hey Yoda qui se subscribe direct pour 2 mois. Boum! Voilà, Yoda il revient et bim 2 mois. Merci beaucoup Yoda. Merci beaucoup, beaucoup pour ce sub. Premier de la soirée, ça fait du bien. Ça fait plaisir. Tiens, pas de sous les yeux. Comme d'habitude, euh, notre John Livingstone national va prendre les questions. Et parce que évidemment, ça défile et tout, je suis en train de raconter plein de trucs. Je vois pas toujours. Et du coup, bah merci beaucoup Yoda pour ce sub qui me fait bien plaisir en plus. Venant de ta part, je connais Yoda, j'ai bossé avec lui et un niveau relativement élevé, donc des gens de cet acabit et ce sub, moi ça me touche particulièrement. Voilà. Donc le premier commentaire c'est ça. Et voilà, ouais, tes cours de C c'est un peu chaud. Et puis le deuxième, c'était ouais, en fait, un peu déçu parce que NetBSD from scratch, on s'attendait à avoir une install.
Alors je pourrais faire ça, hein. Je pourrais faire ça. Comment ça, beaucoup de subs? Je vois en tout. Ah, ok. Je pourrais faire ça, mais alors, bon, en termes de nombre d'articles, avec des screenshots qui montrent pas à pas, tiens, il y a Tarzan qui passe, qui montrent pas à pas comment installer un système NetBSD, enfin vraiment, c'est un peu chiant quoi. Bah, en plus, enfin, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, vous installez une VM, machin, vous bootez sur l'ISO. Maintenant, en plus, enfin, c'est vraiment next quoi. Enfin, je vois pas de gros intérêt à vous apprendre à installer un système. Si vous voulez, je le ferai. Hein. Je préparerai un truc avec KVM et tout. Mais il y a Zram qui dit j'avais pas montré comment installer C non plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas besoin parce que c'est installé par défaut, GCC et tout, donc facile. Mais donc voilà, donc c'est vrai que j'ai pas montré comment installer tout. Je suis parti du principe que c'était vraiment, enfin c'était quand même à la portée de tout le monde. Par contre, du coup, je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas montré comment installer, mais j'ai surtout, ça c'est de l'os parce que alors je vous ai pas montré comment finalement je suis arrivé direct, boum, alors voilà, ça c'est le système et tout, l'arborescence, et puis ça se compile comme ça, et puis c'est multiplateforme et tout, nan, nan. Mais derrière, ok, c'est cool, mais ça marche comment en fait? Ça ressemble à un Linux en fait, en vérité, mais bon. Mais voilà comment ça marche quoi, c'est un peu mystérieux et tout, on sait pas trop. Alors moi, ce que je me suis dit, c'est que. On a Corben, attends, c'est cool. Et Corben qui revient pour la saison 2, quoi. Donc Corben, je rappelle, c'est président de la fondation PSD, quelqu'un de très important. Il pourrait me virer hein, de NetBSD. Je raconte de la merde là. À la. Comment il s'appelle? La Théo. Putain, vous arrêtez pas de parler là. Attends, faut que je remonte là, faut que je remonte. Attends. Si je m'en souviens bien, donc Hardward à ce qu'il dit, si je m'en souviens bien, tu avais précisé à l'époque de LVFS que c'était pas accès débutant. Ouais, je pense que débutant c'est un peu hardcore. Là, je pense un peu. Là non, aujourd'hui non, non. Franchement, ça devrait aller pour n'importe qui. Hein. C'est pas, ça va prendre des trucs, command line, machin, structure. Normalement, il n'y a pas de problème. Peter Sozik qui dit franchement, j'ai du mal à être d'accord. Il y a 5 lignes de code et t'as expliqué et réexpliqué à chaque fois que quelqu'un a demandé. Oui. Après, je sais pas. Peut-être que les premiers épisodes je suis rentré un peu trop dedans ou je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est compréhensible, mais bon. Après voilà. On est tous structurés différemment. Moi, par exemple, je vous montre des trucs dans mes lives. Alors en particulier sur ceux sur le C et ceux sur le système. Je vous montre des trucs à ma façon. C'est-à-dire que je montre des trucs comme j'aurais aimé qu'on me les présente. Un délai de. Pareil, non? Non, ça a l'air mieux là. En fait. C'est juste dans mon live, moi, il y a un délai de ouf. Wow. Donc tac, ok. AIS 388. Je veux pas qu'on lui traduise le handbook en vidéo non plus. Non, mais c'est pas. Franchement, ouais, voilà, exactement, X-Doomer. C'est difficile de contenter tout le monde. Moi, je fais les trucs comme je le sens. Parce que j'aime bien. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin de preuves. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que je préfère le C au C++, entre autres. C'est parce que je le dis vraiment honnêtement et sincèrement. Hein, je suis pas assez intelligent pour penser tout ce que va faire mon code et tout ce que je vais mettre dans des classes et tout pour le futur et nanana et faire des maquettes et tout nanana. Non, moi, j'aime bien voir des trucs en fait. Et
peut-être faible, hein, mais moi j'aime bien voir des trucs. J'aime bien, quand je fais du code, j'aime bien afficher des trucs. Ça me prouve que ça marche. Ça, je viens d'apprendre une nouvelle fonction, nouveau fonctionnement de truc et tout. Bim, je vois, ça marche, ça m'affiche des choses. Ça j'aime bien. Faire un super prototype avec des classes de ouf et tout, machin, ouais, ça va et tout, je sais pas, ça m'emmerde en fait. J'aime bien faire des trucs. Ouais, c'est le pragmatisme ouais, de la prod. Peut-être, je sais pas, je sais pas. Je pense sincèrement hein, qu'il y a une histoire de structure mentale. Moi, j'aime bien programmer. Je sais pas si on appelle ça fonctionnellement, mais peut-être d'ailleurs beaucoup plus dedans à développer que d'autres personnes. Parce que j'ai besoin de faire des petits bouts. Des trucs. J'apprends, c'est comme ça que j'avance. Xdoomer, personne, il y a des sujets qui m'intéressent plus que d'autres. Perso, pardon, il y a des sujets qui m'intéressent plus que d'autres. Par exemple, la blockchain, c'est pas mon truc. J'ai regardé le replay pour la culture. Mais si ça vous plaît, regardez pas tout simplement. Si ça vous plaît pas, regardez pas tout simplement. Oui, non mais tout à fait. Hein. Non mais là c'était vraiment AZ qui y a les ou. GDB, on n'en parle plus. Non, tout à fait. Hein, c'est pas. Mais encore une fois, hein, c'est pas une critique. Hein. Je l'ai pas pris, je l'ai pas mal pris. Hein. Je vous en parle parce que justement, du coup, ça m'a fait dire, bah oui, ce soir, on va faire un truc un peu plus axé utilisation, parce que de toute façon, euh, dans les gens qui sont là, il y en a qui m'ont dit, bah tiens, ça tombe bien parce que moi, j'avais jamais vraiment utilisé un système BSD. Et bah, c'est cool de voir un petit peu comment ça pour de vrai, comment on fait des trucs pour de vrai en fait. Comment on l'utilise. Ce café est pas très très bon en fait. On y va. Non mais je parlais pas que de toi, John Livingstone. Effectivement, tu me l'as dit, mais y a d'autres personnes qui m'ont dit. Alors, je vais basculer sur le big term, donc qui est un shell sur une machine NetBSD, qui est une machine où il n'y a pas grand chose. J'ai pas installé beaucoup de trucs dessus. C'est sur cette machine que je fais les C from scratch. Et bah, du coup, cette machine aussi où je fais les NetBSD from scratch. Mais il n'y a pas grand chose. Okay, elle n'est pas setup en serveur de ouf avec du tuning dans tous les sens, etc. J'ai essayé de faire pas grand chose. La première chose que vous devez savoir quand vous installez un système NetBSD, alors attends, parce que Arduino, je savais pas, mais tu as 16 ans. J'ai 16 ans et j'ai jamais touché BSD de ma vie. J'ai jamais touché BSD parce que j'ai raté ma vie. Ben non, pas du tout. Au contraire. Perso, j'ai commencé avec la barbe, dans la barbe avec NetBSD avant de basculer sous Linux. Ah bah tiens, c'est marrant ça, Hardware. Je savais pas. Ouais, non, alors t'inquiète, Arduinix, moi à 16 ans, est-ce que. Bah non, à 16 ans, je pense que j'étais encore. Ouais, je vais pas parler de. C'est quoi ce piège de merde là? Je vais pas dire ce que je faisais à 16 ans, d'accord? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ouais, bah c'est ça, tu as, t'as plein de trucs à apprendre encore. Non, au contraire, non, mais c'est top. C'est top que tu sois là. Que tu sois là à regarder un stream d'un vieux con sur un système qui est utilisé par 4 personnes. Alors, c'est pas vrai. Déjà, c'est pas vrai. Cette histoire de NetBSD qui est utilisé par personne et tout. Attends, est-ce que ça donne quoi si je me le fais Firefox? Mettre une. Et alors attends, que ça marche, ça marche. Ça je vous montrerai après. C'est c'est la Bible. Alors voilà. Donc ça c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une vanne au début du live là, ouais, c'est encore utilisé le BSD. Bah voilà, tiens, ça c'est tout le matos qui utilise NetBSD comme base. Ok. Bah typiquement il y a des trucs dans Darwin par exemple. Il y a des trucs dans la PlayStation et c'est absolument vrai. Hein. Il y a la libc qui est utilisée dans je sais plus quel merdier d'Android là. Bah tiens, attends, c'est pas
Corben, t'avais pas dit la dernière fois, la Leipzig elle est utilisée dans quoi déjà? Ionique, c'est ça. Donc bon, c'est quand même pas de la merde quoi. Bref, il y a bon là plein d'hardware là puis là, ce que ça fait. Moi j'avais utilisé au boulot, j'avais des Switch Force 10, Force 10, bah tiens ils sont là, qui étaient sous NetBSD. C'est très chouette. On pouvait absolument voir NetBSD booter et tout, c'est vraiment cool. Alors depuis, je pense que c'est plus le cas. Il semble qu'ils ont, je crois, hein, que leur firmware maintenant c'est en tout cas, il y a absolument plein de matériel et de software, etc., qui sont basés sur NetBSD. Pour une raison que je vous ai finalement déjà exposée la dernière fois, qui est que le code est éminemment portable. Et d'excellente qualité, mais ça c'est autre chose. Enfin non, d'ailleurs, c'est pas autre chose, parce que les deux sont globalement liés. Le fait que NetBSD soit fondamentalement un système d'exploitation qui a été pensé pour être portable, compilé depuis plusieurs architectures, etc. Ça fait que il est mieux testé, il est compilé avec plein de compilateurs différents, avec plein d'OS différents, etc. Et ça, mine de rien, ça apporte beaucoup d'angles différents sur le code qui est écrit. Ça, c'est cool. Je vous avoue, hein, je suis absolument toujours épaté sur ce live en particulier, NetBSD from scratch. On est 48, je sais, moi je m'attendais, hein, je vous le dis, hein, moi je m'attendais quand je démarre, enfin, j'ai lancé NetBSD from scratch, je pensais franchement avoir 10 pelos. Pour de vrai, hein. Genre, tout le monde s'en fout, pas grave. Mais non, en fait, c'est vraiment cool. Franchement, ça fait plaisir à voir. Donc voilà, donc il y a effectivement beaucoup de matériel. Ah, Sonic Boom qui dit on vient pas pour NetBSD, on vient pour le café. Ah ouais, non mais parce que non mais il y a des trucs que je peux dire. Bon, bon, il est pas terrible mon café. Donc voilà, donc tout ça pour dire que non, c'est absolument pas un système mort, loin de là. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ce lien. Alors, en fait, je vais vous dire un truc. NetBSD a le défaut de ses qualités. Si vous alors vous voyez, l'ascenseur en haut là du browser là. Vous voyez la taille qu'il fait. Là vous dites putain il est long le guide là machin. Alors en fait l'ascenseur qu'il y a là, c'est pas le guide en fait. C'est juste la table des matières. Tu te dis mais putain mais vous êtes des connards ou quoi? Vous documentez sur quelle touche il faut taper pour pour faire un i, il faut taper sur i. Voilà, oubliez pas d'appuyer sur la touche de l'écran pour éteindre et tout. Non, 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 non. Mais oui, non, mais ouais, je sais. Hein. Ouais, sous FreeBSD, c'est à peu près pareil. Mais j'ai l'impression qu'il est mieux présenté le guide FreeBSD en termes de chapitres et tout. T'as moins. Eh, dis donc, c'est quoi ce prosélytisme FreeBSD là? On n'est pas là, je suis pas venu là pour s'ouvrir, ok? Je vais arrêter de la faire parce que c'était drôle la dernière fois, mais là c'est plus drôle. Donc bref, tout ça pour dire que voilà, le guide NetBSD, donc qui est très sobrement sur www.netbsd.org/docs/guide, et de mémoire, il y a une version française. Bon, je sais pas si je fais /fr, ça fait quelque chose. Enfin, 404. Ah, version anglaise. Je sais qu'il y a une version française qui est maintenue par quelqu'un que je connaissais, mais je sais pas s'il la maintient encore. Mais je sais qu'il y a une version française. Bon, après, vous savez comment ça se passe les guides. Hein. Tout ce que vous cherchez, en fait, c'est les trucs à copier-coller qui sont entre côtes. Hein. Lateralus, il est moins à jour.
celui de FreeBSD, celui de NetBSD est quand même mieux fichu, à mon avis. Bah écoute, on s'arrange après le stream, hein, comme d'habitude. Donc, ouais, non, enfin, alors, déjà, premièrement, aveu. Attention, j'ai pas dit mensonge, j'ai dit aveu. Je n'ai pas lu entièrement le guide NetBSD. Je le dis, hein. Voilà. Parce que, parce que je disais tout à l'heure, moi, je suis une grosse feignasse. J'aime bien faire les trucs. Et puis, là, je fais un truc, et puis ça marche pas. Puis au bout d'un moment, je fais bon, allez, je vais lire le guide et tout. Mais voilà, faut savoir que je ne l'ai pas lu en entier. Mais, je vais vous dire un truc. Celui ou celle qui a la patate de se cogner tout ça, du début à la fin, eh ben, je peux vous garantir que NetBSD n'a plus aucun secret pour lui. Sérieusement. C'est absolument... Le guide, ça parle de tout. Ça parle absolument de tout. Tout. Donc voilà, il y en a parmi vous qui sont courageux ou qui ont 8 heures de train ou qui vont faire je sais pas, un voyage en avion et savent pas quoi faire et tout machin. Le guide est absolument merveilleux. First time chat. Magicaros, NetBSD, ça tourne sur quasi n'importe quoi. Oui, ça tourne absolument sur quasi n'importe quoi. Alors, attention aux légendes, mais oui, c'est effectivement un système d'exploitation très portable et qui fonctionne sur un nombre d'architecture extrêmement important. Enlever Firefox, je vais vous montrer rapidement. Pareil, hein, pour montrer en fait les choses. Moi, j'aime bien montrer le concret. D'accord ? Ouais, alors l'histoire du grippin, on va parler après parce que moi ça me casse les couilles cette histoire de grippin. Alors j'ai fait la dernière fois, je me suis fait engueuler parce que j'avais pas mis les sources, enfin j'avais mis les sources dans USR comme c'est écrit dans le guide en l'occurrence. Ok, j'ai fait comme c'est écrit. Je me suis fait engueuler parce que je l'ai pas fait en user. Alors du coup, je l'ai mis là. Les sources de NetBSD sont dans ma home, voilà, comme ça je le build dans user, tout bien. Et alors en l'occurrence, donc ça c'est les sources. Et il y a un répertoire qui s'appelle 6 arch dans lequel on trouve les CPU qui sont supportés, enfin, les architectures qui sont supportées par NetBSD. Par exemple, là on est sur une architecture AMD64. La configuration, vous voyez où est là. D'accord. Voilà, si je regardais i386 pour faire du 32 bits, hop, boum, version est là. Alors comment on fait? Ah, il y en a un paquet, ouais, non, mais il y en a un paquet. Hein. Et alors, justement, bah tiens, puisqu'on est en train d'en parler, comment? Vous savez, alors, sous Linux, il y a make menu. Enfin, pour ceux qui ont déjà compilé un noyau sous Linux, make menu config, make install, machin. Je vous laisse la regarder. Bon, de toute façon, enfin, tout ça là, regarde. Tu vas voir, je veux une version plus facile. Vous montrer ça en fait, mais version web. Donc 6 arch. Tiens, je vous mets Firefox. Voilà. Si tu veux voir les architectures supportées par NetBSD, mais sans avoir installé le système, quoi. Les sources, ça se fetch, hein, elles sont dans un Git. Hein. Pour ceux qui ont raté, je vais vous le redire après. Mais sinon, pour jeter un coup d'œil rapide, bah voilà. Sur cvsweb.netbsd.org. Oui, c'est CVS. Et comme je l'ai déjà dit, ça m'importe plus de savoir si le code est bon que le système de gestion de sources utilisé. Voilà, donc tout est là. Et voilà, on peut se balader dans les... Moi, j'utilise souvent. Parce que même visuellement, c'est plus sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on me dit là? Déjà fait, seul ok. On commence par compiler le kernel. Ouais, alors je vais le montrer rapido parce que je veux pas y passer la nuit non plus. C'est pas très long, mais juste vous montrer comment on fait en mode old school. Je vous avais montré la dernière fois comment on le fait en mode propre. En tout cas, en mode plus moderne avec le fameux script build.sh
qui permet de builder un kernel NetBSD, que ce soit sous NetBSD ou sous n'importe quoi en fait. Et en l'occurrence, je l'avais buildé sous Linux dans l'épisode de 2. Ok. Bon, je pense que c'est bon. Quand je tourne la tête, on m'entend plus. Ah merde. Ah oui, parce que c'est un micro directionnel. Ok, non. Je vais me rapprocher un peu. Ok, c'est bon là. Ah, désolé, vous avez manqué beaucoup de trucs ou je raconte aussi beaucoup de trucs inutiles, donc c'est pas... Ah, il y a des questions dans le pad. Putain. Faire pour moi. Alors, on y va. 0x Hug, tu installes quel environnement graphique sur tes distribs? J'installe toujours, systématiquement, FCE. Pourquoi? Parce que, 1, je le connais bien. 2, je connais un mainteneur, du coup, si j'ai des trucs à passer, je peux lui dire. 3, c'est beaucoup plus léger que plein d'autres trucs. Je déteste pas les autres. Hein. Moi, honnêtement, hein, les combats de desktop environment, je m'en fous. Moi. Il se trouve que j'utilise XFCE et que mon XFCE, je le trouve pas dégueulasse. Je vous passerai un screenshot, un de ces quatre. Mais ouais, je trouve voilà, il y a des thèmes super sympas. Et voilà, et c'est rapide. Voilà. Donc c'est mon environnement absolument partout. Dans toutes mes machines, c'est XFCE. Et voilà, j'aime bien. Après, j'ai fait un temps sous Mate. Je sais pas si on dit Mate ou Mate. Qui était cool. Mais je sais pas, j'avais des bugs chelous, des trucs. Bon, ça m'a gavé au bout d'un moment. Et puis voilà. Sonic Boom Atari, il y a encore des mises à jour dessus. Je ne pense pas, parce qu'il y a un petit moment, il y a eu un vote pour décréter les plateformes Tier 1, Tier 2, Tier 3, etc. Et il y en a qui ont simplement arrêté d'être supportés. Et je pense que Atari fait partie des plateformes qui ne sont plus supportées activement, on va dire. C'est plus un travail, de hobbyiste que quelque chose de réellement suivi. Arduix, il demande c'est quoi XFCE? Bah, XFCE, c'est un environnement de bureau. Voilà. C'est un environnement de bureau. Tiens, si tu veux, on montre. XFCE.org, je pense. Hein. Alors, c'est marrant parce que je rencontre, hasard des choses, le pote dont je parle, qui est mainteneur XFCE pour OpenBSD en l'occurrence, bah, il est en ce moment chez moi à Valence, en Espagne, et bah, du coup je le vois demain. Si vous avez des bug reports, que je le saoule, hein, je l'ai pas vu depuis, je sais pas, peut-être 10 ans. Mais du coup je le vois, ah tiens en fait, voilà, j'ai une liste de bug reports là qu'on m'a donné dans Twitch, dis assieds-toi, on va voir ça. Donc voilà, donc XFCE, c'est un environnement, il y a pas mal leur thème par défaut là maintenant. Parce que je vais vous dire un truc. Non mais il est vraiment pas mal leur thème là. Je vais vous dire un truc. J'adore XFCE, vraiment c'est mon environnement graphique de choix et tout. Par contre, putain de merde, leur thème par défaut, qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Genre t'installes ça à n'importe qui avec un minimum de goût, et bah, la personne fait non, bah, je suis désolé, mais on vit en 2021. C'est-à-dire que là, non, c'est pas possible. RISC-OS, non. Donc, non, j'ai rien contre RISC-OS, hein, c'est juste que c'est l'interface la plus dégueulasse que j'ai jamais vue de ma vie. Et en tout cas, historiquement, XFCE de base, c'est vraiment dégueulasse. Mais ce que je vois là est quand même pas dégueu. Hein. Je sais pas si je vais en changer. En tout cas, voilà, c'est le site de XFCE. On n'est pas du tout là pour parler d'XFCE. Hein. Hop, hop, on revient là. Alors, la méthode, ancestrale pour compiler un kernel NetBSD, mais pas que en fait. Pour ceux qui se rappellent de l'épisode numéro 1, tout ça est hérité de l'époque de Berkeley, et en fait les méthodes de compilation du noyau et du userland sont les mêmes depuis extrêmement longtemps, en fait, depuis des dizaines d'années. Et donc la méthode classique, on va dire, pour la compilation d'un kernel NetBSD, c'est d'appeler un outil qui s'appelle config.
et de lui passer un fichier de conf. Config, fichier de conf. Un des trucs que j'aime bien moi dans les systèmes de BSD, c'est que c'est cohérent en fait. On aurait pu appeler ça XB88BZ et lui passer un fichier de conf. Mais non, on a choisi d'appeler ça config. Des fois on est un peu con. Hein. Et alors, je vais vous montrer rapido à quoi ça ressemble un fichier de conf. Attends, je suis où là? Je sais pas du tout où il faut. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble un fichier de conf de kernel NetBSD. Vous allez voir. Pour ceux qui... Il avait 1 heure le live, non? Bah ça va, il est l'admi là. C'est bon là. Donc pour ceux qui ont déjà vu le résultat, enfin le fichier .config d'un kernel Linux. Donc voilà, ça c'est un fichier de conf littéralement de kernel NetBSD. Je vais vous le faire, j'ai un petit truc là qui s'appelle faire un script, mais une fonction nocom qui enlève les commentaires. Voilà, et en fait bah, c'est très simple, hein. On déclare, voilà, ces file system là, j'ai des ports com sur du PCMCIA, enfin bref. Là-dedans on déclare globalement ce qu'on veut, enfin les devices qu'on veut. D'accord? Honnêtement, il y a rarement besoin de compiler un kernel BSD. Hein. Rarement. Oui, ça ressemble évidemment au fichier de conf kernel FreeBSD. Et ça ressemble de façon éclatante à un fichier de kernel conf OpenBSD. Les fondamentaux sont strictement les mêmes. Hein. Et donc, quand on a configuré son kernel et qu'on a mis ce qu'on veut dedans, on le fera à un moment donné, mais pour faire autre chose. Vous verrez. Et ben on fait config le nom du kernel. Donc par exemple, ouais non attends, je suis toujours pas au bon endroit. Hein? Ah oui, ça met 200 ans parce que j'ai le plugin, enfin j'ai le machin qui fait, enfin Powerline Bash là, et en fait la fonction Git elle est super mal foutue et galère à chaque fois. Bref. Ouais alors du coup je vais peut-être pas le faire là. Non. Ouais je m'étais mis au bon endroit déjà ici. Hop. Tac. Donc ouais par exemple je vais dans... Ouais parce que j'avais déjà fait une compile pour aller un peu plus vite. Donc conf. Voilà. Donc là je suis dans les confs du kernel. Donc je fais config par exemple générique. Voilà. Et là, ça fait des liens, ça fait des trucs. Après, je vais dans le... Tu vois, il me dit, hein, il est sympa. Je vais dans le répertoire compile générique. Je fais make depend. Je sais pas s'il va me le refaire en entier là, vu que j'ai déjà compilé. Tu vois. Ah, c'est bon. Ouais, je l'avais déjà fait. Bah non, parce que sinon, il y en a pour... Enfin, c'est pas long, mais c'est un peu chiant. Et puis, donc, une fois qu'on a ça, bah, make. Et ça build un kernel. Et là, le mec, il est sur Firefox depuis tout à l'heure. Voilà, donc c'est bon. Bon, je l'avais déjà buildé, hein, donc... Et ça crée un fichier NetBSD, voilà, hop, qui est un exécutable 64 bits, et puis voilà, c'est un noyau. Okay, donc ça c'est la méthode ancestrale pour compiler un noyau NetBSD. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a rarement besoin, sincèrement, hein, de builder un kernel. Moi je l'ai fait, et je vais vous le faire, pour un truc, c'est qu'en fait, à un moment donné, on va faire un système minimal. Vous savez, comme on a fait Linux from scratch, où on a booté un kernel, machin, et puis on a rajouté des pièces petit à petit. Ben, on va faire pareil avec NetBSD, mais avec un objectif. Vous verrez. Avec un objectif un peu différent. De prod. OrgMOS, le modular est par défaut maintenant. Je pense que oui, parce que quand tu fais build.sh, les modules sont installés dans /stand machin, etc. Donc oui, bah du coup je réponds en même temps que je réponds à Orgrim, je vous dis NetBSD est un système avec des modules kernel.
Et ces modules kernel sont dans /stand, l'architecture, MD64, la version du kernel et les modules. Voilà. Simplement. Okay, puis là-dessus on fait mode. Alors c'est pas les mêmes, fonctions, enfin les mêmes binaires que pour Linux évidemment. Hein. C'est pas les mêmes programmes. C'est un truc qui s'appelle mode load. Puis très simplement il y a mode plein de trucs, unload et mode stat. Voilà. Okay. Donc ça c'est pareil. Est-ce que vous aurez besoin de modules? J'en suis pas sûr. En tout cas, moi, alors, dans quel cas, est-ce qu'on m'a posé la question, est-ce que moi j'utilise et dans quel cas j'utilise? Alors, je vais pas vous mentir, pas de mensonge. Ma workstation principale, c'est un Linux. Vous l'avez déjà vu dans les lives et tout. Pourquoi? Bah, simplement par commodité. Parce que tout fonctionne. Les webcams, les micros USB comme celui-là. Voilà, tout fonctionne de base. Et puis les drivers de machin ou des trucs un peu chelous, ça fonctionne de base. Linux a une target Tier 1 maintenant pour les constructeurs, donc ça va. Par contre, mes setups de serveur, en général, c'est un DOM0 en fait. J'utilise pas Xen, hein, mais j'appelle toujours ça DOM0. En gros, l'hyperviseur, généralement c'est un Linux. Parce que bah, les hyperviseurs sont pareil, généralement target Linux en Tier 1. Désormais, j'utilise plutôt KVM. Et par contre, les VM, c'est des NetBSD. C'est des NetBSD et en particulier, je vous donne quelques petits. En particulier, c'est des NetBSD qui fonctionnent en Virtio. Vous savez que par le passé, virtuel, fallait émuler sa carte réseau, son disque, tous les périphériques en gros, et ça passait par une couche d'émulation. Depuis maintenant pas mal d'années, il y a un périphérique virtuel qui s'appelle Virtio, qui permet de s'adresser à la machine virtuelle et d'avoir des périphériques vraiment au plus bas niveau et qui sont extrêmement rapides. Donc du coup, le disque, bah, c'est pas un disque WD machin, enfin c'est pas un disque émulé ATA machin, c'est un disque de type Virtio. Okay. Par exemple, ici, donc il y a une FSTab, hein. Pareil que dans Linux pour le moment, parce que à mon avis, avec les délires de l'autre, là, ça risque de pas durer. D'ailleurs, je pense qu'il y a déjà des choses dans ce sens. Voilà, dans la FSTab, là, par exemple, mon device disque, c'est LD0A. Okay. C'est le device disque Virtio. Mon interface réseau. Alors, je vais vous montrer un truc. Je vais pas le faire tout de suite. Donc là, voilà, c'est une FSTab classique de NetBSD. Vous avez vu que, enfin voilà, c'est pas, il y a rien de super différent d'un système Linux. Le device, certes, en ont différents, mais voilà, le fonctionnement est le même. Voilà, il y a un KernFS, il y a un ProcFS, voilà. Attends, je regarde. Ça pèse combien ce kernel? C'est une bonne question. Ça doit pas être bien lourd. Hein. 24 MB. Le kernel NVSD. Vous voulez qu'on fasse un DU-SH d'un kernel Linux pour voir? Linux 5.4 machin 90. Bon après. Oh merde, il fait 12 MB. Oui, enfin il fait 12 MB, après faut voir la taille des modules. D'accord. Attends. Et de l'interd. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Mec, il fait le malin avec 12 MB, sauf que. Mais il pèse ton interd là.
83 MB. Bon, ça va. Hein. Bon, globalement, ça va. Hein. Et module, combien? Module. Module. 5, ça me fait chelou. Hein, kernel 5, machin. Ah ouais. Bon, un peu plus gros. Bon, en tout cas, bon, c'est pas très intéressant. Combien un NetBSD Feu1 là? 20 MB. Oh, bah tu vois. Non. Donc voilà combien il pèse. 4X, il y a autant de configurations possibles que sur Linux. C'est astreignant sous Linux maintenant. Alors, quand tu parles de configuration, tu parles de quoi? Il y a beaucoup de matériel supporté, mais beaucoup moins. Je vais être sincère, hein, beaucoup moins que sous Linux. C'est la raison, comme je vous l'ai dit, hein, la raison pour laquelle ma box principale de boulot, c'est un Linux. Parce que bah voilà, tout est supporté, tout fonctionne, machin. Hop. Donc là, on doit mieux m'entendre en plus. Donc il y a beaucoup de matériel supporté, mais moins, beaucoup moins que sous Linux, faut être clair. C'est une des raisons de mes setups. C'est pour ça aussi que j'utilise NetBSD en serveur, comme ça, parce que bah, finalement, ça utilise VirtIO pour le disque, ça utilise VirtIO pour la carte réseau. Voilà. Après, le reste, c'est le kernel, la mémoire virtuelle, etc. Quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est voilà, la FSTab. Vous n'avez pas besoin d'y toucher, hein, la FSTab au début. Hein, si vous rajoutez des devices et tout, ouais. Mais autrement, ça, c'est généré par le programme d'install qui s'appelle sysinst. Je peux appeler hein, d'ailleurs. Hop. Ça, c'est le programme d'installation de NetBSD. Okay. Et c'est ça qui est appelé lorsque vous installez via une clé USB, via un CD, enfin probablement pas un CD, mais via une ISO machin, bah c'est le kernel déroule et puis au lieu d'appeler init, il appelle ça. Voilà, c'est sysinst. Hop. Ok. Non, alors il n'y a aucun problème, Coucatrix. Hein, comme tu vois, ce soir-là, et je pense peut-être dans un autre épisode, on est en mode découverte, discussion. Qu'est-ce que le système a dans le ventre, comment il fonctionne. Enfin voilà, on est, y a vraiment pas, on va pas faire de gros trucs de ouf là. Hop, on est vraiment dans découverte et utilisation. D'accord. Dernière question, Lateralus, quelles sont les différences entre un kernel NetBSD et un kernel Linux? Ouh. Ah ouais, bah écoutez, asseyez-vous, prenez quelque chose à boire, parce que nous avons pour 3 heures de discussion. Non, je vais pas le faire comme ça. Alors les différences sont assez énormes dans le sens où bah déjà c'est absolument pas du tout le même code base, c'est pas du tout la même philosophie, c'est pas du tout la même gouvernance, c'est même pas du tout le même fonctionnement. C'est-à-dire que le code source, à la fin on parle de ça, hein. Le code source du kernel Linux, bah, il fait des choses d'une façon. Et le code source du kernel BSD bah, fait les choses d'une autre façon. Il n'y a pas longtemps, on a montré la différence entre, par exemple, le fichier init.c. Je parle pas du programme init, hein, je parle de l'init du kernel. L'init.c de Linux et l'init.c de NetBSD, c'est très 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 différent. C'est réellement très très différent. La gestion de la mémoire virtuelle de Linux et la gestion de la mémoire virtuelle de NetBSD est extrêmement différente. Ça a vraiment rien à voir. Non mais attends, Magicaros, en fait, tout à l'heure je disais à un moment donné on va compiler un kernel. Bon, pas là, hein, je veux pas le faire là. Mais c'est parce que juste non trop fort. T'as un kernel, t'as un NetBSD sur un Amiga. Putain, alors là tu me fais kiffer là. Ça c'est bon ça. Mesdames, messieurs, là on a quelqu'un de bien. Non, parce que je suis en train de jouer avec un émulateur Amiga là. Je vais peut-être jouer avec ça. Ah c'est beau ça.
5 MB. Ça, c'est beau, ça. Ça fait plaisir, ça. Donc ouais, tout ça pour dire Lateralus que, enfin, tu peux, enfin, c'est pas quelque chose de, c'est pas comparable. C'est difficile de comparer un kernel à un autre, quoi. Vraiment, enfin, les méthodes sont tellement, les approches sont tellement différentes. Je veux dire, c'est comme si tu me disais, vas-y, c'est quoi la différence entre, pas moi, le kernel Linux et, je vais pas dire de méchanceté, hein. Mais ouais, ou Herd ou un autre truc, quoi. Enfin, c'est vraiment très 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 différent essentiellement parce que les approches, les cultures, l'origine sont différents. D'accord. Ok, donc voilà. C'est bon là, c'est bon pour la question. Ouais, c'est bon. Ok, donc je vous ai montré une FSTop par exemple, hein. Et puis alors voilà, on arrive, on a installé NetBSD. Donc premièrement, le shell que vous allez avoir quand vous vous connectez la première fois sur un NetBSD, c'est probablement, alors vous avez le choix, lors de l'install, on va vous demander si vous voulez un shell ou un autre. Je vous suggère, même si après évidemment vous pouvez le changer, je vous suggère de choisir KSH. Pourquoi? Parce que au moins il y a le retour de commande, il y a les fonctions readline, donc tu peux, tu vois, tac, hop, tu peux revenir en arrière, etc. Et c'est quand même plus pratique que le shell de base. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous avez. Quand vous arrivez direct sur un NetBSD fraîchement installé, vous avez un shell. D'accord? Et vous avez rien. Alors, vous avez rien. C'est pas vrai. Vous n'avez pas rien. En fait, quand vous arrivez, comme on l'a vu, je pense, épisode 1 ou 2, quand vous arrivez sur un système NetBSD fraîchement installé, en fait, vous avez ce qu'on appelle le userland installé. C'est-à-dire le système d'exploitation entier qui est sous le contrôle et qui est maintenu et qui est que on appelle les développeurs NetBSD font évoluer. D'accord. Et ces outils sont dans, par exemple, USRBin, /bin, /sbin, /usrsbin, etc. Ok. Ces logiciels-là ne sont pas des packages. Ils ne sont pas issus de packages. C'est le système d'exploitation. Ça fait partie de NetBSD. Au contraire de Linux, NetBSD est un système d'exploitation. C'est pas juste un kernel. NetBSD, c'est un kernel et les outils qui servent à faire fonctionner le système d'exploitation, qui fonctionne de base. Hein. Ok. Et donc, voilà, de base, il y a un certain nombre de shells, il y a un certain nombre d'outils de base, etc. Mais forcément, oui, XDoomer, c'est absolument pareil pour FreeBSD, OpenBSD. C'est pareil également pour Dragonfly BSD. C'est globalement pareil pour en fait tous les systèmes d'exploitation qui sont issus de Berkeley. C'était déjà comme ça à Berkeley. Et en fait, si vous avez suivi les épisodes histoire de BSD Unix et de l'Internet, en fait, l'appellation, le nom distribution provient de là. Elle provient de Berkeley. On appelait ça une distribution BSD. Et une distribution, c'est un kernel et puis tout ce qui va autour. Et le premier BSD, OneBSD, c'était d'ailleurs une espèce de conglomérat d'agglomération d'outils qu'avait fait Bill Joy, qui était un truc à rajouter à Unix. C'est d'ailleurs le D de BSD, absolument. Donc, de base, on a ce système qui est là, qui est prêt. Mais bon, on est quand même en 2021, on n'a peut-être pas envie de se cogner un shell des années 70, etc. Et du coup, pendant l'install, sysinst vous a demandé si vous vouliez installer un système de gestion de package tiers. D'accord ?
Je rappelle donc, d'un côté, il y a le système de base, okay, qui peut être construit, avec le, on en a parlé la dernière fois, avec le script build.sh. Okay. Tout le système peut être construit avec build.sh. En fait, d'ailleurs, c'est fait pour ça. Build.sh construit le système. Il construit même, vous pouvez construire une release. C'est-à-dire les fichiers archives qui constituent un système NetBSD total. D'accord? Et ça installe le système de base. D'accord? Donc, encore une fois, slash, USR, machin. Bon. Et vous voulez probablement installer des trucs tiers, parce que bon, de base, il y a des choses. Il y a un serveur DNS, il y a le serveur FTP, il y a plein de choses. Le serveur SSH, enfin voilà, ça sait faire plein de trucs. Mais voilà, vous allez probablement vouloir installer un serveur web un peu plus costaud que Bozo HTTPD. Donc il y a un serveur web sous NetBSD qui s'appelle Bozo. Attends, je me rappelle jamais du, parce que je n'utilise pas des masses, je vous avoue là. Non. Ça s'appelle comme ça. Non. Je sais même pas où il est ni quel est son nom réel. Je crois que je l'ai utilisé une fois pour voir parce que je trouvais ça rigolo. Non. Non, je sais pas où il est. Honnêtement, je sais pas où il est. T'as toujours non Bozo, à moins qu'ils l'aient viré, attends. Vérifier là. Bozo HTTPD NetBSD. Ah si Man Bozo HTTPD. Ah ouais, il est là. Attends, il est où? Gna gna gna. Ah ouais, c'est parce qu'il est lancé par INetD. Bon bref, en tout cas, on va perdre de temps avec ça. Ce que je veux vous dire, c'est que de base... Hello Xavier Mika. Ah, dans USR libexec. Je me fais toujours baiser avec ça. Mais oui, t'as raison, bien sûr. Oui, d'ailleurs, j'oubliais. USR libexec. Donc de base... Alors, oui, effectivement, latéral... non, attends, non, je te dis de la merde, latéraluse. Les pages de man couleur par défaut, c'est ma conf shell. De base, ça l'est pas. Je pense. Vérifie. Ah si. Bon, t'es sûr? C'est chelou ça. J'aurais pas cru. Ah bah si, j'aurais dit. Ok, ouais, si, bah voilà, non pour moi. Ouais, non, c'est chouette. Salut, tu veux voir mon geek? Donc voilà. Tout le monde a bien compris l'histoire, le fait que c'est une distribution et qui bundle tous les outils classiques de base qu'on a sur une distribution. Voilà. Et puis, on veut pouvoir installer des logiciels tiers, évidemment. Et donc, sysinst, le programme d'installation, va vous demander si vous voulez installer un programme qui s'appelle Packaging, qui permet, qui ressemble à APT. Ça fonctionne, c'est le même principe qu'APT, que Yum, que tous les systèmes de package assez connus qu'on utilise. Et avec ce programme-là, à la manière d'APT sous Debian et de Yum sous Red Hat et équivalent, vous allez simplement faire sudo packaging install, qu'on peut réduire à in, voilà. Un truc. Donc par exemple, je sais pas, Nginx. C'est le premier qui me vient. D'accord? Et là on installe, boum. Voilà. Hop, yes. Tac, et voilà. On a installé Nginx. D'accord? Alors on pourrait installer LibreOffice, mais... ou Nmap, ouais. Alors, l'intérêt là d'avoir installé ça, c'est qu'on voit un petit peu, ce qui se passe. Donc par exemple, voilà, il y a eu des trucs qui ont été créés, installés, etc. Et puis en particulier, on voit que on a, alors je sais pas si je les conf pour Insta par défaut ou pas. Non. Donc on a ici dans USR PKG
share examples RCD, on a en fait les potentiels scripts de démarrage qui peuvent être installés pour démarrer automatiquement. Alors Lateralus, tu arrêtes tout de suite. Engine install systemd, non. Alors non. Putain. Ah mais c'est moche. C'est vraiment très moche ça. Hein. Ça c'est pas joli hein, ce que tu viens de faire. On peut pas mettre des blâmes, hein, mais alors. Ouais, alors donc. Ouais, c'est ça. Donc ce fichier, ce script, donc c'est un script de démarrage. D'accord. C'est un script de démarrage qui ressemble à tous les scripts de démarrage qui sont issus d'un framework qui s'appelle RCNG, qui est en fait le système d'interprétation des fichiers RC, donc des fichiers d'init, qui permettent de démarrer des services lorsque le système démarre. Parce que je vais vous faire un petit topo à un moment donné de comment créer un service avec RCNG, parce que c'est très élégant et c'est très facile. Mais voilà, juste pour dire, voilà, il y a un script qui a été installé là, et lorsque un programme qui doit être démarré avec init, lorsque potentiellement vous voulez le faire démarrer par la machine, enfin par le système plutôt, et ben ce que vous faites, c'est que vous copiez ce script dans etc rc.d. Voilà. Mais attention, ceci ne suffit pas. Ceci ne suffit pas à démarrer le service. etc rc.d nginx start. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Bah, je me fais envoyer chier et ça me dit tu n'as pas enabled, tu n'as pas activé nginx, donc le service, dans le fichier rc.conf. Et alors ce fichier rc.conf, on l'avait déjà vu hein, la première fois, c'est le fichier dans lequel on déclare les trucs qu'on veut démarrer, hein, qu'on veut starter au démarrage de l'OS. Donc ce que je fais, c'est que... Alors, ça c'est si je veux... ça c'est si je veux démarrer systématiquement le service à chaque démarrage de la machine. Okay. Mais je peux aussi, pour tester mon service, je peux aussi, regardez, on me le dit ici là, si tu veux uniquement réaliser une fois cette opération, tout simplement gna one start. Okay, ce qui est assez élégant parce que ça permet de vérifier que son service fonctionne sans avoir à l'activer système-wide. Mais bon, nous ce qu'on veut, évidemment, c'est que Nginx démarre à chaque boot de la machine. Donc je mets Nginx égale yes, très simplement. Je ne sais pas si vous notez l'élégance quand même de ce fichier, qui donc il y a des valeurs par défaut qui sont dans etc defaults. Voilà, ça c'est tous les trucs, toutes les valeurs par défaut, les machines qui doivent démarrer ou pas démarrer, etc. Et tout ça s'écrase, s'override, évidemment, avec le fichier etcrc.conf. Et donc, bah voilà, je dis nginx égale yes. Et donc là, etc. Alors, je n'ai pas configuré du tout nginx, hein, comme vous avez vu, donc ça va peut-être merder lamentablement. Mais, hop, nginx start. Et voilà. Est-ce que j'ai curl? J'ai curl. Non, pas S. Voilà, normalement. Voilà. On a installé nginx. D'accord? Personnellement, ce système, cette méthode, je la trouve d'une élégance incroyable, quoi. Enfin, il y a un talent dans cette simplicité. Je sais pas, enfin, regardez quand même la gueule
ce fichier de démarrage, parce que je vous l'avais dit déjà, hein, je veux pas répéter tout le temps les mêmes choses et tout, et dire ouais, Emile c'est un gros aigri et tout, non, non. Mais ça, en fait, un des arguments souvent qui est donné contre à l'encontre des systèmes d'init qui utilisent des scripts shell, c'est oui, mais c'est n'importe quoi, parce que chacun fait sa sauce dans le script de démarrage et tout, puis à la fin on s'y retrouve plus. Non, 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 non. Alors, oui, pour les systèmes qui ne sont pas régis par un standard d'écriture de système d'init. Là, en l'occurrence, tout ça, ce sont des variables qui vont être littéralement interprétées par RC SUBR, donc RC subroutine, et tout va être placé comme il faut pour avoir tout un environnement, tout un framework de démarrage, d'arrêt, de restart, etc., de service. En fait, de base, tu vois, si je fais ça, de base, j'ai toutes ces possibilités. Toutes ces possibilités sont apportées par RCNG, par ce système d'init. D'accord ? Et vous remarquez par exemple qu'ici il y a provide nginx require daemon require, c'est une dépendance. D'accord ? Pareil, il y a des arguments qui disent contre ce type de système qui disent oui, mais les systèmes d'init à base de script, on peut pas faire de dépendance propre, on est obligé de faire des liens, S99, c'est dégueulasse. Oui, alors c'est dégueulasse encore une fois dans un système dégueulasse. Mais là, en l'occurrence, c'est extrêmement propre et extrêmement organisé. Voilà. Donc voilà, ça c'est typiquement comment on installe un service, comment on le démarre. Et c'est voilà, c'est relativement facile comme vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est logué, on a installé son truc, on va peut-être vouloir configurer quelques petites variables kernel, par exemple. Tiens, je vais vous montrer une petite page sympa là. Alors c'est toujours en fait, encore une fois, hein, la documentation, j'arrive, je cherche juste la page et je vous la montre après. La documentation du système NetBSD est vraiment excellente. Et alors, par exemple, si je fais tuning NetBSD Network, tout de suite. Donc, par exemple, pour avoir des meilleures performances réseau, etc., on pourrait vouloir changer quelques paramètres du kernel. Et pour changer des paramètres du kernel, ça ne s'effectue pas dans le répertoire /proc à la bourrin. Ça s'utilise avec un outil qui s'appelle sysctl, qui existe également sous Linux, mais qui est malheureusement pas vraiment utilisé. Alors si je vous montre un petit peu, on peut voir avec sysctl, c'est -a pour avoir toutes les variables, et ben on a plein de variables kernel qui se modifient avec sysctl. Voilà, il y a beaucoup de variables. Généralement, vous n'avez pas à y toucher, hein, sauf si vous voulez en tuner à mort votre machine. Par contre, moi, ce que je veux vous montrer, c'est que, donc vous voyez là, ça s'appelle sysctl, parce que ça permet de contrôler le système. Et en fait, toujours pareil, il y a une histoire de cohérence dans les systèmes BSD. Et cette terminaison là, CTL, en fait, on va la retrouver à pas mal d'endroits. Par exemple, si je vous montre ce qu'il y a dans sbin CTL, eh ben, il y a plein d'éléments là qu'on peut contrôler, d'accord, avec blabla CTL. Et par exemple, je sais pas, tiens, est-ce qu'il y en a un qui était chouette? Il doit être dans USR sbin. Il est pas crucial non plus. Ouais, c'est ça. Donc par exemple, donc sous Linux, lorsqu'on veut interagir ou manipuler son CPU,
ou voir des informations dessus plutôt, ben, par exemple, on fait cat proc CPU info ou LSCPU, etc. Ben, nous, on a CPU CTL. Et par exemple, liste. Voilà, ça me dit, donc j'ai 2 corps sur cette VM. Et voilà. Si je veux contrôler PF, bah, il y a PF CTL. Ok. Et absolument l'intégralité de ces outils dispose d'un man qui est extrêmement complet. Ok. Et en fait, c'est aussi ça le problème, hein, c'est que les man sont sont souvent assez gros et parfois pas très digeste. Maintenant, même si je dis pas de bêtises, oui voilà, même les fichiers de conf ont tous un man. Alors, comment ça marche PF et comment je fais ça conf, bah, manpf.conf et hop, des petits exemples, machin et tout. Ok. Alors Xzoomer, c'est exactement ce que je veux montrer en montrant tout ça. C'est la cohérence et la propreté. Tout est pensé pour être cohérent. Parfois c'est un peu déroutant, hein. Mais tiens, je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple, c'est la configuration réseau. Donc sous Linux. Et je veux dire, soyons clairs. Hein. Attends, je pense que je vais. Ouais, putain. Je réponds aux questions juste après. Je vais être clair. Hein. Mon objectif là, c'est pas de tailler Linux. Je veux dire, encore une fois, j'utilise Linux tous les jours. C'est ma machine desktop, etc. Mais je vous demande par exemple, est-ce que sous Debian et sous Red Hat, vous pensez que c'est cohérent la façon dont on change, enfin dont on affecte l'IP ou une adresse DHCP, etc., une interface. Bon, déjà, c'est pas du tout le même système. Merci, tu vois mon geek subscribe tier 1. Putain, 4 mois. Ah la vache, je reprends pour 4 mois, les mecs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tu veux voir mon geek, ça fait très plaisir. Très plaisir. Bon, ça va, ça veut dire que je vous endors pas là, ça va. Merci beaucoup. Donc, non, c'est pas très cohérent. Enfin, en tout cas, à mon avis, c'est pas très cohérent. Et je vais vous dire, je vais vous montrer ce que pour moi est la cohérence. La cohérence pour moi, c'est ça, par exemple. Donc, VIO IF0, c'est le nom de mon interface réseau. Okay, parce que c'est l'adresse, pardon, c'est pas une adresse, c'est l'interface réseau physique. C'est, comment j'ai dit tout à l'heure, Virtaio. Et une interface Virtaio, bah, c'est VIO IF0. Ça s'appelle comme ça. Okay. Et ben, dans etc ifconfig VIO IF0, j'ai up. D'accord. Ça monte l'interface. Alors, je dois avoir la même chose ici. Parce que j'avais essayé, en fait, sous QEMU, vous pouvez parfaitement avoir une interface Virtaio. Et vous pouvez aussi avoir une interface émulée, quoi. Par exemple, WM0, c'est une interface Intel. D'accord. Et alors, par exemple, j'ai plein de trucs à vous montrer là. Par exemple, c'est bon, alors, ifconfig, d'accord. Mais si je voulais avoir des infos sur le driver, par exemple, je suis sous Linux là, puis avec les nouveaux noms à la mort moelleux des interfaces sous Linux là. Voilà, moi ici, je peux faire comme ça. Man, WM. Et 0, c'est le numéro d'interface. Hein. Si je fais man WM, boum, j'ai le man du driver. Ça claque ou pas ça? Ok, avec les cartes qui sont supportées, ok, et puis potentiellement les options que je peux passer à ifconfig pour avoir, je sais pas, ilbasté, machin. Ok. Si je fais man VIOIF, pareil, Virtual Unique Driver.
Voilà. Non mais moi je trouve ça magnifique parce que il y a rien qui est laissé au hasard. D'accord, tout est extrêmement, voilà, c'est concentré, c'est propre, c'est clair. Je sais ce que j'ai, je sais ce que j'utilise. Et donc voilà, par exemple, mon fichier etc ifconfig machin, il sert globalement à monter l'interface. Et puis dans rc.conf, je lance le démon DHCP-CD et je lui passe en flag le nom de mon interface. D'accord? Simple, efficace. Le nom de ma machine. Alors il n'y a pas 20 000 façons de faire les choses sous NetBSD. Hein, faut pas... Mais il y a quelques petits trucs historiques que moi j'aime bien. Par exemple, le nom de ma machine, je peux le mettre dans etcrc.conf, hein, sans problème. Mais moi j'aime bien ça. etc myname. Hop. Et dans etc myname, en fait, bah, le hostname va lire le hostname, le nom de cette machine. Okay. Là, en l'occurrence, cette machine elle fonctionne avec du DHCP. Mais si c'était une machine avec une IP en dur, statique, machin, bah, je pourrais ajouter un fichier etc mygate. Okay. Alors tout ça, vous pouvez le voir. Hein. Attends, où est-ce que c'est? C'est dans rc.d network, j'imagine. Ouais. Voilà, c'est du script, hein, tout ça. Hein. Et donc, bah, par exemple, là, my name. Voilà. If nanana et my name existe, bah voilà, hostname, pareil c'est quoi, c'est default route? Non, c'est mygate. C'est toujours, hein, ouais. Voilà, s'il y a DC mygate, bah tu vas faire route add default, nanana. Ok. Tout ça extrêmement alors, Cook4x, si un fichier, une variable. Non. Non. Un fichier, un thème, je dirais. Plutôt qu'une variable. Alors, je vais répondre aux questions parce que ça s'est un peu empilé là. Alors, hardware address, il y a pas eu un truc OpenBSD avec systemd récemment? Ouais, mais c'est pas OpenBSD. Il y a quelqu'un qui a fait une forme de. C'est même pas un portage, c'est un truc qui est compatible avec systemd. Et il a fait ça pour Open. Bon, je doute sincèrement que les gens d'OpenBSD ça en prod. Il existe systemd sous NetBSD, bah voilà, donc je t'ai répondu. Cook4x sous NetBSD, on gère également les séquences de démarrage comme avec historiquement InterCD sous Linux. Non, parce que en fait le déroulement du système d'init sous FreeNet, Open et les machines Linux qui utilisent OpenRC utilisent un truc qui s'appelle RC Order qui bah, tu sais, j'ai montré tout à l'heure, il y a des infos dans donc rc.d. Dans par exemple, je sais pas, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va mettre? Genre, je vais reprendre Nginx parce que du coup, c'est un. Ah, voilà. Il y a des infos ici là. Hein, et ben ça, c'est utilisé par RC Order pour savoir qu'est-ce qui est démarré avant autre chose. Alors oui, alors Corben répond peut-être mieux que moi à la question. En fait, tu demandais s'il y avait un fichier par. Oui, alors effectivement, il y a un fichier par interface. En fait, là, tiens d'ailleurs, c'est quoi déjà le man là? C'est ifconfig.if. Bon, voilà. Là, ça vous explique comment utiliser. Hein, tout à l'heure, vous avez vu, là, j'ai mis ifconfig point le nom de l'interface. Bon, bah, il y a un man là-dessus aussi, qui est ifconfig.if, qui vous explique comment faire ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, etc. Parce que là, c'est bidon ce que j'ai fait. Okay, j'ai mis up et voilà, ça monte l'interface. Mais on peut faire plein de choses dans etc ifconfig.interface. On peut mettre des IP différentes. On peut mettre des alias, des IPv6. À la fin, on peut même scripter des trucs en mettant, bien par exemple, celui-là est chouette.
dans ce fichier ifconfig.noninterface. Donc tu la up. Donc derrière, il y aura probablement un DHCP qui va fonctionner. Et puis en même temps, tu fais un peu de config PV6. Hop, point d'exclamation devant la commande que tu veux exécuter. Donc là, tu peux avoir des trucs hyper complexes derrière. Hein. Oui, évidemment, il y a bond, des bridges, il y a tout ce qu'il faut, hein, évidemment. Ok, Cookatrix. C'est comme si c'était elle. C'est comme si c'était le point conf. Oui, absolument. Alors, si c'était le point conf, en fait, ça vient de là. Hein. Regarde, si c'était le point conf. Hop. Voilà. Si c'était le point conf existe évidemment sous BSD, sous NetBSD, sous FreeBSD, sous PodBSD. Docteur Navarre, pour découvrir de manière light, c'est mieux de faire sur une VM ou un Raspberry. Bonne question ça. Moi je te dirais, pour un mode Discovery, j'irais sur la VM. C'est facile, tu peux péter le truc, tu fais ce que tu veux, tu la trash, tu la remets, voilà, c'est rapide. Donc honnêtement, moi, pour un Discovery, j'irais en VM. Et je vous dis, hein, de façon générale, je pense qu'aujourd'hui, un laptop suffisamment ancien, je mets de gros guillemets en disant ça, hein, suffisamment ancien devrait fonctionner correctement sous NetBSD, simplement parce que on bénéficie de moins de support de constructeurs, etc. Donc un laptop moderne, c'est sûr que sa interface réseau elle va merder. C'est à peu près sûr que son interface Wi-Fi va pas être reconnue, machin. C'est toujours la même chose. Et en fait, ce qu'on a connu sous Linux il y a 10 ans, ça arrive aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui sous Freenet, Open, etc. Donc moi j'ai eu longtemps, hein, pendant longtemps j'ai eu un laptop NetBSD. Puis au bout d'un moment, ça m'a cassé les couilles parce qu'il y avait des problèmes de driver graphique, etc. Voilà. Donc je l'ai remplacé par Linux. Mais je pense que si aujourd'hui j'avais un laptop, encore une fois, raisonnablement ancien, probablement que je remettrais un NetBSD dessus. Voilà. Si je devais pas jouer ou quoi. Et en plus maintenant il n'y a plus de problème avec Flash, tu vois. Du coup, le browser c'est le browser. Tiens, je sais pas si le port de... Alors Firefox évidemment fonctionne sous NetBSD, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, je ne sais pas si le port... Il y a très longtemps, il y a quelqu'un du projet qui travaillait sur un port de Chrome. Mais je ne sais pas s'il est finalisé, importé ou pas. Salut Cooltrain. Ah bah Cooltrain il arrive, bim, il subscribe de moi. Voilà. Hop. À moins que tu sois là depuis longtemps. Merci beaucoup Cooltrain. Ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir. Non mais c'est cool parce qu'en plus... là on débroussaille quoi. Hein. On comprend un petit peu comment ça marche, comment configurer, etc. Autre question latérale, question côté professionnel. Vous connaissez des prestataires pour accompagner ou intervenir des boîtes / administration sur des petites infras pour avoir du BSD, Linux propre et former les sysadmins? Parce que la jungle des SS2I bullshit moisi, c'est pénible. Alors, je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Mais oui, j'en connais une qui fait ça. Non, je fais pas ça souvent, mais non, alors non, NBS fait pas du tout de ce type de. Alors déjà, je bosse plus chez NBS depuis pas mal de temps, et ensuite, non, c'est pas du tout leur modo. Beerstack probablement. Beerstack probablement fait ça. Et oui, non. Alors après, moi, en ce moment, je bosse pas des masses. Mais écoute, je vais pas le répéter parce que je pourrais avoir des ennuis. Donc Beerstack fait pas. Bon bah ok, on en cause possiblement un peu plus tard. Donc voilà. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on s'est logué, on a changé notre shell. Enfin on l'a pas fait, mais vous avez compris que du coup hein, on va installer un shell par exemple bash avec Pkgin. Bon là en l'occurrence il est déjà installé donc j'ai pas besoin de le changer.
Et puis on va changer son shell comme sous Linux hein, avec CHSH. Puis voilà, on va juste donner le path vers son shell. Mais son shell, il est installé. Alors, un truc à savoir, c'est que Pkgin, au même titre que apt, n'est qu'un front-end à un truc qui s'appelle pkg install, qui est un regroupement de plein d'outils. Et ces outils, c'est pkg-add, pkg-delete, pkg-info, etc. Vous ne faites pas, typiquement pour avoir le contenu d'un package, vous ne faites pas apt list package. Hein, vous faites des pkg moins grand L, le package en question. Bah là, c'est pareil. Vous ne faites pas pkg moins grand L, machin. Vous faites pkg-info, moins L bash, par exemple. Et vous allez avoir les fichiers, dans la liste des fichiers, qui sont installés par ce package. D'accord? Et là, vous voyez un truc un petit peu particulier, dont on a parlé, je pense, la dernière fois. C'est que les trucs sont pas installés dans USR-bin ou USR-SBin ou machin. Ils sont installés dans USR-PKG. Et USR-PKG, en fait, c'est une arbo qui est à part. C'est une arbo dans laquelle on a uniquement les packages installés. D'accord? Si je fais, je pense, ouais, c'est ça. Si je fais pkg info entrée, en fait, j'ai la liste des packages installés. Alors, par contre, j'en ai un peu plus que je pense. Ça, pas non plus. Donc, pkg info entrée me fait la liste des packages que j'ai installés sur la machine. D'accord? Et effectivement, Xdoomer, si j'ai complètement vraqué ma machine ou que j'ai un énorme problème de sécurité, etc., rm-rf usr-pkg, mon système n'est pas vraqué. Alors attention, si vous avez, si votre shell est dans usr-pkg, si c'est un package, donc typiquement là moi mon shell c'est bash, donc si je fais un rm-rf de usr-pkg, je suis dans la merde. Mais globalement, tous les softs que vous avez installés en tant que package, bah, ils sont dans usr-pkg, vous pouvez les tracher. Okay, il y a, encore une fois, c'est toujours le même principe, il y a une distinction forte entre la notion de package et la notion de distribution. Le système d'exploitation en tant que tel. D'accord? Vous faites rm-rf slash, là par contre vous êtes dans la merde. Ok, c'est clair ça? C'est facile, hein, c'est vraiment... voilà, il y a vraiment les logiciels tiers et les logiciels de la distribution. Et ces logiciels tiers, les packages, sont maintenus par des mainteneurs. Pendant assez longtemps, là j'en fais plus depuis très longtemps, mais pendant très longtemps, j'ai maintenu des packages. Voilà, on appelle ça package source. On va faire une petite session sur package source à un moment donné. Je vais vous montrer un peu comment... En fait, on va faire un package. Et alors, bon, évidemment, je suis absolument partial et absolument subjectif sur la question, mais vous allez voir que créer un package source, pour ceux qui ont eu la malchance de faire des packages sous Debian, vous allez voir que c'est absolument bidon à faire. C'est extrêmement simple. Et pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent, l'intérêt du truc, c'est que package source fonctionne sur plein d'architectures, et notamment Linux. Donc, vos paquets, ils vont être buildés, ils vont se builder autant sous NetBSD que sous Linux ou sous plein d'autres architectures. Donc, vous pourriez avoir un repository package source quelque part dans votre infrastructure qui distribue des packages pour plein d'archis différentes. Et non, il ne faut pas GDB pour faire un package. Est-ce qu'il y a assez de maintainers? C'est une très bonne question, ça. Train. On manque cruellement de maintainers. Le projet NetBSD a besoin de 109 en permanence. Il y a pas mal de personnes, hein. Ça tourne, on accueille beaucoup de monde. Et lorsque, tiens, en petit exercice là, lorsque
lorsqu'on fera l'épisode sur créer un package, je vais vous montrer un site qui s'appelle PKG-SRC WIP, WIP, pour Work in Progress. Et en fait, c'est un repo Git, hein, dans lequel vous pouvez demander la permission de créer un package, même si vous êtes novice. Et en fait, c'est un bac à sable qui est tout à fait valide, hein. Les packages qui sont dedans, on peut l'utiliser. Et par contre, c'est pour vous apprendre à écrire proprement des packages pour package source. Et si vous êtes assidu, que vos packages sont de bonne qualité, etc., à un moment donné, vous allez vous faire remarquer, puis quelqu'un va vous dire, bah tiens, tu veux pas être committer pour NetBSD là, puis nous faire des packages. Voilà. Moi, ça m'est arrivé comme ça. Il y a un tuto URL absolument. Attends, je vais vous mettre, je vais vous chercher package source. PKG SRC. Et voilà. Et c'est packagesource.org. /whip. Attends, je vous le mets à l'écran. Voilà. Et ici dans le chat. PKG SRC. Donc ça se dit package source. .org/. Et sur ces bonnes paroles, alors que nous sommes 57, je suis absolument sur le cul de voir ça. Sur ces bonnes paroles, je vais réussir à terminer un stream à 1h30. Et il y a quand même un score. Okay. Je ne vais pas faire d'assembleur. Et je ne vais pas. On va pas parler de pointeur. Hein. De ouf. J'espère que ce petit tour d'horizon vous a fait envie. On n'a pas fini, hein, on va continuer à explorer, on va continuer à faire des trucs. Et puis là on est mercredi, donc pour ceux qui ont la foi et ceux qui aiment les petites étoiles, eh bien je vous donne rendez-vous samedi à 15h comme d'hab pour C From Scratch épisode 6 je crois. Et on va continuer les aventures de la dernière fois. On va parler de ArcC et de ArcV, mais j'en dis pas plus. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Merci de votre fidélité à la chaîne, c'est un truc de ouf. J'adore, merci pour les subs. Et puis pour ceux qui voient la vidéo sur YouTube, merci de vous inscrire, merci de lâcher des likes, des commentaires, des trucs, même des commentaires négatifs, c'est bien aussi. Vous savez, ça me permet d'envisager des nouvelles formes de live et ça fait bien plaisir. Bonne nuit, merci. Essayez NetBSD, ça me fera plaisir et ça fera plaisir à Corben. Ciao!